On va aborder ce soir la question du partenariat entreprise-association pour passer du sponsoring à la coopération économique. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Surtout, je souhaite faire une alerte d'emblée, c'est qu'il n'y a qu'une heure pour pouvoir évoquer ce sujet-là. Et que, en fait, c'est plus un moment d'inspiration qui peut aider à avoir de nouvelles idées ou une nouvelle approche, une nouvelle vision. Mais ce n'est pas forcément un contenu sur lequel on va pouvoir faire aboutir la discussion ce soir. Voilà. Donc, comment ça va se dérouler? Excusez-moi, ça commence bien. Comment ça va se dérouler? Donc, je vais me présenter. Je présente Kaléidoscope. On va évoquer nos constats et nos motivations pour pouvoir parler de ce sujet-là pour la Martinique. On va voir que sont les partenariats entreprises-associations. Comment faire avec un retour d'expérience d'une association qui s'appelle le Rameau, qui est un observatoire en fait du partenariat entreprise-association au niveau national. Et on va avoir Enfin, moi, je vais vous présenter les éléments qui me paraissent importants pour aller plus loin en Martinique, bien sûr. Et puis, on va échanger, si vous voulez bien. Voilà. Donc, je suis Corinne Concy. Je suis la présidente et la fondatrice de Kaléidoscope. Kaléidoscope est une entreprise sociale au service des entreprises sociales en Martinique, puisque nous faisons de l'appui et de la formation spécialisée en entrepreneuriat social et pour les projets d'intérêt général. Donc nous sommes à la fois incubateurs, faisons de la formation continue, du conseil et nous sommes aussi fabrique à initiative en expérimentation, ce qui signifie qu'à partir des besoins du territoire, nous avons la capacité de pouvoir aller très loin dans l'analyse d'opportunités pour permettre à des porteurs de projets de savoir sur quelle thématique, en tout cas, créer leur activité dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc, notre mission, c'est vraiment de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs responsables, innovants sur le territoire et pourvoyeurs d'emplois. C'est pour ça qu'on parle effectivement d'entrepreneuriat social et d'activités pérennes. Notre mission, au travers de ce type d'activité-là, donc d'animer des conférences, de parler de sujets qui sont un petit peu novateurs, etc., c'est de rendre accessibles en fait les compétences et l'expertise, les réseaux, les informations qui concernent ce mode d'entreprendre. Et nos principes d'action, bien sûr, c'est de respecter les valeurs de l'économie sociale et solidaire, de travailler en partenariat, de promouvoir les échanges et le partage, de transférer les compétences et bien sûr d'innover et d'enrichir l'existant. C'est pour ça qu'on va sur des champs sur lesquels on ne voit pas forcément. Donc ça me permet donc d'évoquer une conférence qui sera à 15h45 demain après-midi sur la permaculture humaine, par exemple. Et vraiment, notre logique, c'est d'amener des sujets qui sont formateurs, qui sont de vraies réponses à des problématiques que nous constatons sur le terrain dans l'exercice de nos fonctions. Donc en termes d'activité, on a plus de 600 contacts qualifiés au travers de toute l'activité de terrain qu'on conduit. Donc beaucoup de personnes nous disent mais on ne vous voit pas, on n'est pas dans les journaux, etc. Un peu quand même autour d'eux parce qu'on nous a beaucoup promotionné. Merci aux organisateurs d'ailleurs, mais on est surtout sur le terrain, dans les quartiers, dans les salons, dans des ateliers, on anime des conférences, on fait des moments dédiés. Donc 370 personnes informées, 166 bénéficiaires, 15 projets incubés, 92% de satisfaction, donc ça c'est quand même notre fierté. Et on a 7 enregistrements, référencements ou labellisations locales et nationales qui nous légitiment en fait dans le travail que l'on conduit. Alors, on va entrer dans le vif du sujet avec un certain nombre d'observations que nous avons conduites dans le cadre de nos activités et des accompagnements que nous apportons. La première chose, c'est la méconnaissance. La méconnaissance pour les associations ou pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire des entreprises qui les entourent. D'une façon générale, le nombre, les activités, les noms, oui, les noms, les emplois, l'importance dans l'économie, les politiques d'achat, les besoins. En général, les associations, dans un quartier donné ou dans une zone géographique donnée, peuvent connaître les enseignes, mais aller plus loin, c'est un petit peu compliqué. Parfois, ils ne connaissent même pas les dirigeants en fait, des structures. La deuxième chose en termes de méconnaissance, c'est les outils de base. Donc, dans le cadre des actions que nous animons sur les thématiques du financement, par exemple, des associations, ou dans le cadre du catalogue annuel d'uniformation où nous animons des ingénieries aussi.
On peut constater que personne ne connaît, par exemple, la différence entre le sponsoring et le mécénat. Les avantages, par exemple, fiscaux pour une entreprise entre le sponsoring et le mécénat, alors que c'est quand même le mode de coopération qui est le plus couramment utilisé. Donc là, c'est pour illustrer en fait les aspects méconnaissance. Après, il y a la méfiance. Ça veut dire que c'est plutôt du oui, mais on verra. C'est-à-dire que on peut en parler, on peut essayer d'inciter, mais il y a toujours tout de suite un recul et on n'y va pas finalement. Les pratiques courantes, c'est-à-dire que souvent, les structures ont l'habitude de fonctionner d'une certaine façon et voilà, la débrouillardise prévaut. Et du coup, on a pris cette habitude de se débrouiller pour arriver à mettre en œuvre les actions, ce qui est très bien parce que ça accentue le bénévolat et l'intérêt du bénévolat. Mais voilà, il y a pas de logique de vouloir sortir en fait de son précaré et de ses habitudes. Il y a un déficit de formation et de ressources, et on va le voir tout à l'heure, j'insiste pas trop là-dessus. On va le voir tout à l'heure, il n'y a pas comment dire, de réel appui en fait à la mise en œuvre de ce type de partenariat. Et il y a surtout un déficit d'assistance sur le long terme, c'est-à-dire qu'il faut prendre du temps en fait pour mettre ce type de partenariat en place. Et une mission de conseil, je sais pas, sur 2 mois, voire 6 mois, ne suffit pas en fait à consolider ces approches-là. Et puis la dernière chose, c'est quelque chose dont je suis convaincue par rapport à mon parcours dans l'accompagnement des entreprises en Martinique qui a un petit peu plus de 20 ans dans différentes structures, c'est qu'il y a une logique de guichet qui cloisonne les communautés et limite les points de vue. C'est-à-dire qu'on va accompagner les associations par là, les entreprises par là, les créateurs ou les jeunes entreprises par là, et du coup, personne ne se rencontre. Et du coup, voilà, pour échanger et faire du business, c'est un petit peu compliqué de ne pas être en relation les uns avec les autres. Mais voilà. Donc ça, ce sont les motivations pour pouvoir travailler sur ce champ-là. Après, sur nos observations, excusez-moi, voilà. Après, sur nos observations, pardon, excusez-moi, voilà, nos motivations, excusez-moi. Donc, le déficit de réponse concrète et pérenne à certaines problématiques sociales, le territoire. C'est-à-dire qu'on a les acteurs associatifs, on a les acteurs entreprises, et pour autant, on constate voilà, qu'on a des réponses qui sont très ponctuelles. Alors, je vais un petit peu ouvrir le débat sur la problématique de la sargasse. Vous savez très bien qu'à chaque fois qu'il y a des vagues de sargasse qui arrivent, voilà, la collectivité est concernée. Il y a les entreprises de sertion qui peuvent intervenir, il y a les entreprises privées qui peuvent intervenir, mais à chaque fois qu'il y a une vague de sargasse qui arrive, il y a d'abord catastrophe et après la solution. Donc en fait, on n'est pas dans une logique voilà, continue de solution qui est pérenne sur un problème qu'on sait qui est récurrent. L'inadéquation des moyens mobilisés par rapport à l'impact social produit. Et donc, il y a de l'épuisement, beaucoup de difficultés et de la démobilisation des bénévoles. Donc, toujours par rapport à ces pratiques courantes que j'évoquais tout à l'heure, du coup, on fait de la débrouillardise, d'accord ? Mais en fait, derrière, ça épuise beaucoup les énergies. Et on a envie de laisser tomber, même si on a de l'impact social, c'est-à-dire que ça marche sur le terrain et on a des résultats. La troisième chose, c'est la nécessaire optimisation des ressources qui se raréfient. Il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques, c'est très clair, on va le dire comme ça. Donc, du coup, il faut trouver d'autres solutions pour pouvoir créer de la valeur et générer de la trésorerie qui permet de financer l'activité. Les nécessaires mutualisations de moyens entre acteurs au service du territoire. Aujourd'hui, les collectivités n'acceptent plus de financer d'un côté un acteur qui arrive avec un projet. De plus en plus, elles sont dans une logique où elles demandent aux acteurs de se mettre ensemble pour pouvoir faire des propositions et présenter des projets. Là, c'est fini. Je prends chaque personne individuellement avec un dossier. La réduction du don, ça c'est plus ou moins catastrophique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais avec 2 éléments, la suppression de l'ISF et avec l'arrivée du prélèvement à la source, les fondations font un constat d'une chute de 50% des dons aux fondations. Donc dites-vous bien que l'économie sociale et solidaire, ce qu'on avait l'habitude d'avoir en fait comme source de financement sur l'intérêt général, en fait, sont en train de fondre comme neige au soleil. Peut-être que ça va revenir dans un second temps, mais en tout cas, il y a un effet, je me méfie, je prends du retrait et j'ai une attitude de précaution. Et donc, du coup, le constat, juin 2018 à peu près, ça a été ce constat de chute de 50% des dons sur les fondations.
Et puis la dernière chose, en termes de motivation, c'est qu'il y a quand même le levier de la RSE et des pratiques responsables du côté des entreprises, et que ce serait pas mal que les associations et les entreprises puissent se mettre ensemble pour que d'un côté les entreprises puissent contribuer, mettre en œuvre en fait leur responsabilité, la responsabilité sociale des entreprises ou sociétale des entreprises, leurs pratiques responsables, et que les associations puissent quelque part vendre leurs compétences de terrain ou de connaissance des publics dans le cadre de ces pratiques responsables. Et là, on va voir plus précisément, mais que sont au juste les partenariats entreprises-associations. Si vous voulez entrer, il n'y a pas de souci. Parce que tout le monde regarde le PowerPoint et puis repart, mais ça, c'est... voilà. Donc, que sont au juste les partenariats entreprises-associations? Donc, aujourd'hui, plus classiquement, donc je vais m'éloigner un petit peu pour pouvoir partager avec vous... Voilà, le document affiché. Désolé pour la caméra. Donc, du coup, ici, il y a 4 grandes catégories de partenariats. Des partenariats qui sont plus dans la logique associative et des partenariats qui sont plus dans la logique entreprise. Donc, dans la logique associative, on va trouver le mécénat, qui est un soutien de nature variée à l'entreprise, au projet associatif ou à un projet précis. On va trouver l'innovation sociétale, qui est la création de solutions innovantes pour répondre à des fragilités. On va trouver la coopération économique, c'est la contribution de chacun à l'élaboration d'une offre commune. Vous voyez, quand on arrive à créer de la valeur, créer des activités au fur et à mesure, on n'est plus dans une logique de soutien, on est dans une logique de co-construction. Et sur les pratiques responsables, c'est la contribution de l'association à l'évolution des pratiques de l'entreprise. D'accord ? Alors, quid du sponsoring? C'est en fait ce que l'on pratique majoritairement en Martinique. Et le sponsoring est ici. D'accord. Donc du coup, on entend parler beaucoup du mécénat de compétences, du mécénat financier des entreprises pour les associations, qui est encore assez timide sur le territoire de la Martinique, mais le plus couramment pratiqué, c'est le sponsoring. Donc on va regarder un petit peu avec ce schéma général que vous pourrez trouver dans un certain nombre de documents que je vais vous montrer en fin de présentation, que comportent en fait ces différents partenariats, et je vais aborder ces questions-là avec des exemples concrets nationaux pour ne toucher la sensibilité de personne, si vous permettez. Donc voilà, alors le mécénat se traduit par un soutien de l'entreprise à l'association, et j'ai bien précisé en bleu que c'est sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire. Donc il n'est pas accompli dans l'intérêt direct de l'entreprise. D'accord ? Donc, il peut prendre plusieurs formes, souvent combinées, soutien financier, soutien aux ressources humaines. Donc là, on parle de mécénat de compétences, de soutien matériel, de soutien logistique. Et le mécénat a historiquement été précurseur des relations associations-entreprises en France. Donc, les domaines de la culture et de la solidarité internationale sont particulièrement concernés. Donc, bien sûr, une définition nécessaire pour faire la différence, c'est le sponsoring, pour éviter en fait la confusion entre les deux. Ou le parrainage, c'est que le sponsoring ou parrainage désigne un soutien financier ou matériel apporté à un événement ou un individu par un partenaire annonceur en échange de différentes formes de visibilité. Donc c'est là qu'on va avoir des banderoles qui disent, voilà, le t-shirt, le logo, etc., etc. Donc attention quand on parle de mécénat et qu'on affiche trop clairement qu'une entreprise apporte du mécénat à une association. Parce que ce n'est pas la première logique du mécénat d'afficher, en fait, et de faire de la communication autour de ça. Donc, il y a des pratiques, on entend beaucoup de choses, mais j'attire l'attention sur le fait que le mécénat n'est pas là pour permettre une visibilité de l'entreprise. Alors, en termes de précision, donc la plus connue, bien sûr, c'est le sponsoring sportif. C'est que le sponsoring se distingue du mécénat sous sa forme, mais aussi dans son traitement fiscal pour l'entreprise. Et souvent, les associations ne savent pas évoquer le mécénat versus le sponsoring pour évoquer avec l'entreprise l'intérêt de plutôt faire du mécénat que du sponsoring, mine de rien, parce que fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc, on va prendre un exemple de mécénat. Donc, le premier que j'ai pris, c'est Emmaüs Solidarité.
et GDF Suez, qui ont travaillé, excusez-moi, non, voilà, qui ont travaillé ensemble sur un enjeu d'intérêt général qui est la lutte contre la précarité énergétique. L'impact, ça a été la réduction de la précarité énergétique dans les logements collectifs et individuels des groupes Emmaüs et des familles aidées par SOS Famille. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? C'est que GDF Suez, en fait, a pu mettre à disposition d'Emmaüs un certain nombre de personnes et de ressources pour former, en fait, les bénévoles d'Emmaüs à la lutte, enfin, la précarité énergétique, donc à former, en fait, les personnes et les familles concernées pour pouvoir déjà savoir faire des économies, etc., etc. Mais en plus, exprimer leurs besoins et faire des états des lieux. D'accord ? Et de leur côté, GDF Suez, ça leur a permis de réfléchir en fait à une proposition de solutions à coût réduit en fait pour les familles concernées par la précarité énergétique dans les logements collectifs. D'accord ? Donc ça a permis d'apporter des soutiens significatifs. Les pratiques responsables, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me fermer la porte? Ce serait parce que du coup, il y a d'autres animations qui commencent. Non, entrez, non, entrez. Mais c'est vrai qu'il y a un bruit de fond. Ça va être compliqué. Alors, les pratiques responsables, donc, forte de son expertise dans différents domaines, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'association apporte son expérience à l'entreprise et peut l'appuyer dans l'évolution de ses pratiques. Donc, en apportant un témoignage pratique sur la cause qu'elle défend, l'association peut devenir un allié dans la conduite du changement engagé par l'entreprise. Alors, l'exemple qui est le plus frappant, d'ailleurs, qui a concerné aussi la Martinique, qui a concerné la France entière, c'est l'association J'accède, qui est une association qui est pour l'accessibilité dans la cité, qui a eu passé un partenariat avec le groupe La Poste. Et l'enjeu d'intérêt général, c'était l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux lieux publics. D'accord ? Donc, La Poste a apporté un soutien financier à J'accède, qui leur a permis justement d'organiser une manifestation que tous ici connaissent, c'est la nuit de l'accessibilité, notamment. Donc, la semaine de l'accessibilité, chez nous, on a la nuit de l'accessibilité, je ne sais pas si vous connaissez, qui est organisée par Martinique Handicap ici, et qui permet de sensibiliser les uns et les autres, et surtout les municipalités, à l'accessibilité de leur territoire. Et donc, du coup, ils mettent des fauteuils roulants, ils se déplacent, ils vont dans les lieux publics, et ils démontrent que souvent, les lieux publics ne sont pas adaptés, en fait, à l'accessibilité des personnes à handicap moteur, bien sûr. Et puis, bien sûr, sur d'autres sujets, comme le handicap, déficience auditive, déficience visuelle, etc. Et La Poste, eux, ils avaient dans le cadre de leur pratique l'obligation, quelque part, de rendre accessible, parce qu'ils reçoivent du public, de rendre accessible tous leurs bureaux de poste. Alors maintenant que vous allez passer devant vos bureaux de poste, vous allez vous dire « Ah oui, mais que bien sûr ». Ils vous ont mis parfois des rampes d'accès qui sont un peu le circuit automobile, là. Mais en fait, ils ont travaillé, ils ont mis tout en travaux. Tous les bureaux de poste ont été mis en travaux pour pouvoir travailler sur l'accessibilité. Et qu'est-ce qu'a fourni J'accède? J'accède à fournir, en fait, la vision par rapport au lieu, l'état des lieux, en disant, pour pouvoir rendre ça accessible de façon correcte, au lieu d'aller faire des rampes qui sont trop inclinées, voilà, on va vous aider, en fait, à aménager les lieux. Et donc, en termes d'impact, il y a eu une meilleure accessibilité du service de proximité que constituent les bureaux de poste aux personnes en situation de handicap. Donc 85 à 100% des bureaux sont devenus accessibles. Aujourd'hui, c'est 100%. C'était une donnée qui date de 3 ans. Et en fait, aujourd'hui, les bureaux ont tous été mis en travaux pour pouvoir être rendus accessibles aux personnes à handicap. Donc voilà, donc La Poste a apporté des moyens à J'accède pour mener son projet associatif, et J'accède à amener un savoir-faire à La Poste pour pouvoir permettre ces pratiques responsables. La coopération économique, donc la coopération économique se concrétise par l'élaboration d'une offre commune. Vous voyez bien la différence entre je vais te vendre une prestation ou je vais t'aider à faire quelque chose. Là, on est plus sur une offre commune en réponse, par exemple, à un marché public. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Je me tourne vers ceux qui sont bien implantés dans le monde économique, on va dire un petit peu plus classique, qu'avoir une association et une entreprise classique qui répondent ensemble en fait à un marché public.
ou un besoin social de proximité qui impacte économiquement, socialement dans leur organisation des parties prenantes. Alors, quel exemple on a? On a EMI Inter et Outils Wolf. Alors, EMI Inter, c'est une société d'insertion. Et cette société d'insertion, l'enjeu d'intérêt général, c'est l'insertion par l'activité économique des personnes éloignées de l'emploi. Donc, EMI Inter, c'est une entreprise d'insertion, et Outils Wolf, vous connaissez, ils font des tondeuses à gazon, des trucs pour le jardin, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'impact, ça a été la hausse de la qualification des salariés en insertion. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu de tester leurs outils, bon bien sûr, hein, pas des outils qui sont en test premier niveau, hein, on est vraiment sur l'efficacité de l'outil sur le terrain, etc. Au lieu de tester leurs outils en interne, en fait, ils les confient à la structure d'insertion, qui donc n'a pas besoin d'acheter le matériel, donc du coup économie pour la structure d'insertion. Et en fait, eux, ça leur permet d'avoir un retour d'expérience utilisateur qui est extrêmement concret. Donc du coup, les personnes vont dire ah mais non, c'est pas pratique, il faudrait rajouter ça, c'est pas assez puissant, il faudrait changer le bord de coupe, enfin etc. Donc du coup, ici, au niveau des salariés, ils gagnent en fait en initiative, parce qu'en plus on leur confie de tester, de donner des avis sur des outils, etc. Donc vous voyez bien qu'en fait, il ne s'agit pas simplement de les former à un savoir-faire de l'espace vert, mais il s'agit aussi de s'appuyer et de reconnaître leur expertise en leur permettant en fait de faire un feedback sur l'utilisation en fait des outils. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de coopération économique. Sur l'innovation sociétale, là, on est plus dans l'expérimentation. Donc l'innovation sociétale consiste à développer des solutions novatrices qui répondent à des problématiques de territoire ou de population fragile. Donc elle correspond à des expérimentations qui jouent le rôle de recherche et développement de terrain. Donc ce type de solution est souvent renforcé par la complémentarité entre l'association et l'entreprise. Donc ces innovations ont ensuite vocation à être déployées. D'accord? Donc du coup, ils vont se mettre ensemble pour trouver une solution un problème pour lequel aucun des deux ne trouve de solution. D'accord? Exemple, Emmaüs Défi et SFR. Donc, réduction de la fracture numérique. L'impact, c'était la contribution à l'insertion sociale et professionnelle des personnes en fragilité économique et en situation de grande précarité. Et l'ambition, derrière, ça a été le changement d'échelle et l'implication des autres opérateurs mobiles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Emmaüs Défi faisait le constat qu'il y avait des personnes en grande précarité ne pouvaient pas, en fait, avoir accès à des forfaits mobiles, avoir un téléphone, reprendre une activité, reprendre des contacts, etc., etc. Donc, Emmaüs Défi a donné la possibilité de créer, en fait, une offre avec la connaissance du public. Donc, Emmaüs Défi amène le public. SFR, eux, ils ont la solution technique, d'accord? Ça permet en fait à SFR d'essayer d'imaginer des forfaits solidaires pour ces populations-là, même de façon temporaire, hein, qui permet en fait de les aider à sortir de la précarité numérique, de la fracture numérique, et de pouvoir s'équiper le temps, bien sûr, du retour à l'emploi. Donc, bien sûr, aller au guichet SFR, ils sont pas là, ils sont juste à côté de nous sur le salon, mais aller au guichet SFR et dire moi je suis en grande précarité, il faut m'aider momentanément, etc. Vous faites chou blanc, on est d'accord. Tandis que là, j'ai un interlocuteur qui fait le point d'entrée, on teste des choses avec un encadrement, une formation, un accompagnement qui est donné par Emmaüs Défi, donc innovant pour l'insertion, et SFR, eux de l'autre côté, ils arrivent à configurer une offre à mettre en branle en fait leurs services commerciaux, etc., pour pouvoir proposer quelque chose de façon particulière à ce public-là. D'accord? Donc, bien sûr, l'ambition, ils ont testé, ça a marché, ils ont trouvé le format, ils ont trouvé le montant qui va bien, ils ont trouvé le contenu, qu'est-ce que je vais donner, combien d'heures, etc., etc., combien de temps. Et donc, l'ambition, bien sûr, ça a été le changement d'échelle et l'implication des autres opérateurs mobiles. Donc, SFR, c'est un début, mais il n'y a pas que SFR en termes d'opérateurs mobiles.
Et là, au contraire, on risque de créer de l'exclusion s'il faut systématiquement aller chez un seul opérateur mobile. Donc l'idée, c'était vraiment d'impliquer l'ensemble des opérateurs. Et là, on appelle ça un changement d'échelle. Et c'est pour ça qu'on parle d'innovation sociétale. C'est qu'il y a deux opérateurs à un moment, une association, une entreprise privée qui se mettent ensemble pour réfléchir à des solutions. Et après, on va changer l'échelle. Donc on va essayer de convaincre beaucoup plus de monde. Je vais prendre un autre exemple. Qui connaît Unicité? Alors, pas ceux qui sont en formation avec moi. Donc, qui connaît Unicité? Unicité, c'est une association de jeunes qui a créé le service civique. Donc, vous entendez beaucoup parler du service civique qui est mis à disposition des associations. Il faut se rapprocher de l'État pour ça, etc., etc. Mais ce n'est pas l'État qui a créé ça. C'est une association qui s'appelle Unicité. Voilà. Et donc, Unicité, l'objectif pour eux, c'était de permettre aux jeunes, en fait, de donner du sens à ce qu'ils font et de s'insérer dans la cité. Bien sûr, on parle bien des cités plutôt au niveau métropole, où il y a des grands ensembles, et il fallait que les jeunes, dans une diversité de culture, de langage, de couleur de peau, etc., etc., arrivent à s'habituer à la différence. Donc du coup, Unicité était là pour pratiquer et cultiver la différence, mais dans une logique d'utilité en fait, à la cité. Donc dans cette logique-là, ils ont créé donc, le service civique qui a été repris comme un dispositif intéressant par l'État. Et donc à G2R, la modèle que vous connaissez, ils ont réfléchi, l'enjeu d'intérêt général, c'était la lutte contre la précarité énergétique via un programme de sensibilisation GECOGES dans les quartiers défavorisés. C'est un programme qui s'appelle Médiataire. Donc en général, c'est des choses, vous allez faire un appel à projet, vous répondez, vous dites tiens, on est deux acteurs, on pourrait réfléchir à ça, et vous avez des éléments de sortie. Et en impact, ils ont eu une première réponse d'envergure à la question de la précarité énergétique. On a eu deux choses. C'est des jeunes ambassadeurs formés, d'un côté, d'Unicité, à tout ce qui est précarité énergétique, accompagnement aux éco-gestes dans les quartiers défavorisés. Donc les jeunes ont été formés. Et d'un autre côté, les personnes et familles sensibilisées ont été accompagnées par un G2R La Mondiale pour leur permettre de ne pas être en précarité énergétique. D'accord? L'ambition derrière, et ça c'est tout Unicité ça, et ça je suis fier de cet exemple, j'adore cet exemple d'ailleurs, c'est le service civique transition énergétique. Et ça c'est porté par une association. Après derrière ils vont certainement l'apporter en plus au pouvoir public. Alors pour la petite histoire, Unicité ne porte pas seulement l'ambition du service civique transition énergétique, il porte aussi l'ambition du service civique universel, si vous en avez déjà entendu parler. Mais donc c'est une association qui a inspiré l'État sur ces questions-là. D'accord? Donc, après, derrière, est-ce qu'on est dans une logique, entre guillemets, d'industrialisation du processus? C'est-à-dire que, du coup, systématiquement, on va avoir, en fait, des relations à G2R La Mondiale, quelque part, qui va apporter, en fait, un soutien aux familles en précarité dans le cadre de la précarité énergétique. D'accord? Donc là, ça, c'est des exemples qui vous permettent d'illustrer les quatre types de partenariats que je vous ai montrés, les quatre catégories de partenariats: le mécénat, l'innovation sociétale, la coopération économique et les pratiques responsables. Quelles sont les tendances en France? Donc on est en France, on n'est pas en Martinique, hein, on est en France. Si on devait être en Martinique, ce serait encore moins. Voilà. Donc sur les entreprises, les pratiques des entreprises, la relation entreprise-association est plus recherchée pour les pratiques responsables. Donc, ils vont avoir davantage intérêt à se rapprocher des associations pour les aider à mettre en œuvre le RSE. Okay? Pour les associations vont plus rechercher le partenariat entreprise-association, 67% pour le mécénat. Donc, pour encore le soutien aux entreprises, etc. Le soutien, pardon, à leur activité, etc. Mais n'empêche qu'on constate qu'il y a une évolution des nouvelles pratiques sur l'innovation sociétale, la coopération économique, les pratiques responsables. D'accord? Donc ça, ce sont des éléments à intégrer sur ce que nous faisons. Alors, si je dois parler de la Martinique, je vous le montrais tout à l'heure, on est plus aujourd'hui dans une logique de sponsoring, donc qui se situe plutôt ici en termes de partenariat. On commence à voir se développer très largement le mécénat et on va avoir en fait des accords qui sont plutôt informels
pas informels, au contraire, qui sont formalisés, mais en tout cas qui ne sont pas des accords entre entreprises et associations, mais il y a toujours un territoire qui rentre en jeu, qui permet de mettre tout le monde dans le tour de table. D'accord? Donc autour de la rénovation des quartiers, autour de la rénovation urbaine ou la dynamisation urbaine. OK? Alors, pour information, du mécénat à l'innovation sociétale, il existe 9 modèles de partenariat. Donc, il y a beaucoup à faire chez nous pour qu'on puisse, et vraiment, il y a une marge de manœuvre pour qu'on puisse travailler et essayer d'en sortir quelque chose de pas trop mal pour la Martinique. Mécénat traditionnel, engagement actif, partage d'expérience, R&D sociétal, modèle hybride, offre commune, alternative d'intérêt général, audit des pratiques, prestation de services. Donc, il y a différents modèles de partenariat qui peuvent être mobilisés en fait par les deux acteurs. Donc il faut vraiment bien sûr avoir le sens de lecture de gauche à droite. Les modèles les plus proches, ce sont ceux de l'association, et ceux qui sont plus proches des pratiques de l'entreprise sont de l'autre côté. D'accord? Ils sont ici, excusez-moi, sur le pointeur. Là, l'entreprise, ça va être plutôt ça, et l'association, la logique associative va être plutôt par ici. OK? Donc vraiment, alors, avant de passer aux recommandations, entre guillemets, pour la Martinique, moi, j'ai demandé à Charles Benoît Hetzig, qui est le président fondateur du Rameau, donc je vous le disais, qui est l'observatoire des pratiques et des partenariats entreprises-associations, retenu à Paris, bien sûr, en ce mois un peu actif qu'est le mois de janvier, donc il n'a pas pu faire le déplacement pour être avec nous, de pouvoir faire un témoignage de ce qu'il observe et nous faire des recommandations en fait en Outre-mer pour la mise en place et l'émergence de ces partenariats-là. Donc, on va l'écouter. Bonjour à tous, je suis très heureux de répondre à l'invitation de Kaléidoscope pour ce séminaire en Martinique sur la question des partenariats entre les associations et les entreprises. Sujet qui est cher au Rameau depuis 12 ans. J'aurais vraiment aimé être avec vous aujourd'hui, mais malheureusement, des contraintes me retiennent à Paris. Mais ce n'est que partie remise pour en parler de vive voix. D'abord, première question, quelles sont les missions du Rameau ? Le Rameau est un laboratoire de recherche sur les alliances innovantes au service du bien commun, avec une méthode de recherche extrêmement empirique, autrement dit par la pratique des organisations, que ce soit des entreprises, que ce soit des collectivités territoriales, que ce soit des associations, d'observer par le terrain finalement cette capacité, cette volonté et le développement des alliances. Lorsque nous nous sommes créés en 2006 en tant que laboratoire de recherche empirique, cette question des alliances était un juste signal faible, très peu développé, et nous avions l'intuition, qui s'est confirmée depuis, qu'en fait les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, qu'elles soient économiques ou sociales, allaient rentrer dans une dynamique beaucoup plus forte de partenariat entre acteurs riches de leurs différences. Et nous ne sommes pas déçus, puisque 12 ans après, effectivement, nos travaux de recherche ont démontré que cette alliance, que ces nouvelles alliances, se développaient de plus en plus, et que en se développant, elles permettaient à répondre à deux choses. D'une part, à des enjeux de territoire, et d'autre part, à la performance des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, qui sont engagées. On est dans une véritable démarche où ces nouvelles alliances permettent à la fois de réduire les fragilités et de créer en même temps de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi, en ayant finalement la mobilisation de l'ensemble des acteurs d'un territoire, associations, entreprises, collectivités territoriales, acteurs académiques, pour construire ensemble des solutions qui répondent aux besoins de ce territoire. Alors, quels sont les enjeux majeurs des relations et des partenariats entre associations et entreprises ? Votre séminaire arrive au bon moment, puisque nous avons publié le 17 octobre dernier à Lille, dans le cadre du World Forum sur l'économie responsable, un nouveau guide, une nouvelle publication que nous avons publiée avec le MEDEF en partenariat avec l'Amicale et l'ORS sur la question de construire ensemble l'engagement territorial des entreprises, qui résume ce que je vais reprendre comme 3 tendances de fond. La première tendance de fond,
c'est que nous avons un accroissement significatif des partenariats entre les associations et les entreprises. Ce point de vue est observé à la fois des maires, puisque aujourd'hui, en France métropolitaine, 76% des maires considèrent que leur territoire est entré dans une dynamique de co-construction où collectivités territoriales, associations et entreprises travaillent ensemble sur des enjeux territoriaux. Et cette dynamique est importante puisqu'elle est très nouvelle et 46% d'entre eux reconnaissent que c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et émergent. Deuxième point d'observation, nous avons pris 10 points supplémentaires dans les pratiques partenariales à la fois des entreprises et des associations. 38% des entreprises en France métropolitaine et 53% des associations employeuses sont dans une dynamique de partenariat avec d'autres acteurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme je le disais, nous avons pris près de 10 points d'augmentation de cette catégorie de partenariat, mais surtout, ça veut dire que ça n'est absolument pas un mouvement qui se limite aux grandes entreprises et grandes associations, mais c'est bien un mouvement beaucoup plus large qui inclut tous les acteurs, y compris notamment les TPE et les PME et les petites et les moyennes associations. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est même un mouvement qui est plutôt parti dans son développement par ce type d'acteurs que par les grandes entreprises, même si, bien évidemment, chacun a développé des partenariats et des alliances différentes. Deuxième constat, on est dans une troisième ère des partenariats. La première, historique, a été plutôt dans une logique de solidarité, de mécénat. Comment les entreprises vont pouvoir contribuer à des projets d'intérêt général portés par les associations en y apportant du financement, des locaux, du matériel et des compétences, dans le cadre de mécénat de compétences. Ça a été la première ère qui se poursuit, qui se rénove, mais qui a été doublée à partir des milieux des années 2000 par une deuxième tendance qui a été celle-là plutôt portée par les pratiques responsables, où les entreprises se sont appuyées sur les associations pour certaines expertises qu'elles avaient. On a vu notamment des partenariats émerger, de pratiques responsables, autour de l'environnement, du handicap, de l'insertion, où les expériences, les expertises associatives ont aidé les entreprises à finalement rentrer elles-mêmes dans de nouvelles pratiques sur ces sujets. Et puis nous avons vu à partir des années 2010-2012 encore une nouvelle étape émerger, c'est celle de l'innovation commune. Finalement, puisque l'association d'intérêt général et l'entreprise sont des acteurs très différents, leur rencontre, leur partenariat a pu être très fécond et donner l'idée de créer et d'inventer ensemble de nouvelles solutions pour répondre aux besoins des personnes et des territoires, notamment les plus fragiles. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, 86% de nos concitoyens, 87% des maires, 81% des dirigeants d'entreprise et 86% des responsables associatifs considèrent que justement ces partenariats associations-entreprises sont des leviers pour innover et inventer ensemble, très concrètement, de nouvelles réponses aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux. Troisième tendance de fond, c'est la question de l'importance du territoire. Pourquoi ? Parce que, d'une part, finalement, pour se découvrir, c'est bien en proximité, en territorialité commune, que quelque part, on va pouvoir construire et apprendre à de nouvelles relations et à se faire confiance et finalement à inventer des solutions communes. Mais la deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans le même temps, dans ces 10 dernières années, on a pris conscience, ce qui était une évidence, mais parfois un peu oublié, qu'on ne peut pas avoir des solutions universelles qui sont partout les mêmes, et que si on est à Bressuire, à Langres ou en Martinique, quelque part, on va avoir besoin de solutions différentes, et que c'est donc bien en proximité que ces partenariats ont d'autant plus de sens qu'ils vont tenir compte des spécificités territoriales. Et c'est là où peut-être le point est le plus important, c'est que ce qui a favorisé les partenariats entre associations et entreprises a aussi été dans la même dynamique de celle qui a permis de reconnaître de plus en plus et de mieux en moins le rôle structurant que les territoires peuvent avoir pour innover. Troisième question, finalement,
quelles sont les conditions de réussite de ces partenariats? Il y en a deux qui sont classiques à tout partenariat et deux qui sont très spécifiques aux relations associations-entreprises, même si elles peuvent s'adapter à tous. D'abord, partager l'objectif et finalement identifier quels sont les enjeux pour chacun de s'engager ensemble. Le partenariat nécessite finalement de se connaître, de comprendre quel est l'enjeu de l'autre et de savoir finalement comment est-ce qu'on va pouvoir répondre aux besoins de l'autre ensemble, voire répondre conjointement à un besoin de territoire. Objectif clair. Deuxième élément très important, c'est qu'il y a un équilibre dans la relation. Même si le partenariat est asymétrique, s'il y a une grosse structure et une petite structure, s'il y a quelqu'un qui est dans une dynamique qui a plus de moyens et l'autre moins de moyens, ce doit être un partenariat sur lequel, finalement, le projet de l'autre est non seulement respecté, mais attendu comme étant une condition de réussite du partenariat. Donc finalement, l'équilibre dans la relation, pour qu'elle soit durable et à très forte valeur ajoutée, est une condition sine qua non. Après, il y a deux éléments particulièrement importants lorsque l'on est dans des partenariats entre acteurs différents. Le premier, c'est la temporalité. Lorsque deux entreprises travaillent ensemble, ou deux associations travaillent ensemble, ou deux collectivités territoriales, finalement, elles ont le même mode de fonctionnement. Donc, elles peuvent plus rapidement comprendre le fonctionnement de l'autre et avancer dans une relation équilibrée et durable. Dans le cas des relations entreprises-associations, il faut prendre un petit peu le temps de se découvrir et de se comprendre. Et cette dynamique sera d'autant plus importante que ce ne sera pas une perte de temps, mais une condition de succès sur l'avenir, sachant que comme toute relation partenariale, c'est un investissement au minimum en temps, et que ça vaut la peine d'en prendre un petit peu au départ pour en gagner par la suite. Et dernière condition, peut-être la plus importante, mais je l'ai déjà mentionné, c'est la territorialité de l'action. Il est absolument indispensable qu'il y ait un territoire commun, parce que c'est là où effectivement on peut partager les mêmes enjeux, et à partir de ces mêmes enjeux, de reconnaître la contribution de chacun, et finalement de voir comment il est possible d'agir ensemble. Alors comment illustrer ces enjeux? Par quelques exemples très concrets. D'abord, on peut donner dans le domaine de la mobilité, par exemple, le partenariat entre Renault et Wimouth, la plateforme de mobilité, ou dans le domaine du service civique, la relation entre Unicité et AG2R La Mondiale. Encore autre exemple, entre La Poste et Comptoir de Campagne, pour travailler sur des nouveaux services de proximité adaptés notamment aux territoires ruraux. Mais il ne s'agit pas seulement d'exemples provenant de grandes entreprises, puisque comme je le disais, les TPE et les PME sont aussi engagés. Et quand on regarde des entreprises comme Réseau GDS, en Alsace, sur l'énergie, le travail sur la précarité énergétique, avec des acteurs comme la Fondation FAS, ou quand je regarde Body Nature, dans les Deux-Sèvres, PME qui produit à la fois des produits cosmétiques et des produits d'entretien 100% bio, avec tout l'écosystème territorial pour en faire un vrai lieu d'écotourisme territorial. Lorsque je prends Restoria et l'UDAPI qui ont construit ensemble une offre de restauration collective à partir de l'emploi des personnes en situation de handicap. Tous ces exemples, qu'ils soient de grandes entreprises ou de PME, montrent bien la capacité, en fonction de qui on est, de développer un partenariat qui nous correspond. Alors, dernière question, finalement, quels pourraient être les points d'éclairage sur l'outre-mer? Malheureusement, nos travaux de recherche ne nous ont pas amenés à investiguer plus que cela les territoires ultramarins. Mais si je fais une comparaison avec d'autres territoires, et notamment nous avons beaucoup travaillé sur les territoires ruraux, le point premier, c'est que chaque territoire est spécifique et qu'on ne peut pas appliquer une règle commune à tous. Malgré cela, deux règles communes ressortent. Un, partir en valorisant l'existant. Justement, puisque chaque territoire est spécifique, finalement, il a développé des solutions spécifiques à ce territoire. Valoriser les solutions déjà existantes sur le territoire, c'est expliquer et faire la pédagogie de ses propres spécificités. Et le troisième point, pardonnez-moi,
c'est qu'il est évident que se nourrir et s'enrichir d'autres territoires, fussent-ils très différents, est un élément majeur. Nous venons de lancer la plateforme L'innovation territoriale en action pour justement donner la possibilité aux différents territoires de partager finalement leur expertise, leur retour d'expérience, et pour pouvoir finalement se nourrir des réussites et des difficultés des autres. C'est tout dans cette dynamique-là que s'inscrit votre séminaire. Nous sommes vraiment très heureux que la Martinique s'intéresse à ces questions de partenariat entre associations et entreprises. Nous serons très attentifs, bien évidemment, aux fruits de votre travail. Bon séminaire et j'espère à très bientôt. Voilà, donc M. Etzig a voulu témoigner et vous apporter des éclairages sur cette question-là. Et comme il le dit, et c'est super important, il n'y a pas de données sur l'outre-mer, et surtout, ils ne vont pas s'improviser à les construire ou à les imaginer ou à les supposer. Donc, il nous appartient de faire l'état des lieux. Est-ce que vous avez des questions à ce stade de la présentation, avant qu'on aborde en fait plutôt les aspects perspectives et les aspects outils que vous pouvez utiliser pour aller plus loin? Questions, réactions? Ça va? Donc, pas de questions, pas de réactions, on continue. Donc, pour aller plus loin, plusieurs enjeux en Martinique de ce que nous observons. La première chose, c'est l'état des lieux des pratiques et les mises en lumière. Donc, M. Etzig l'a dit, mais bon, j'étais particulièrement convaincu. Par rapport à l'approche du terrain ou le travail sur le terrain, il y a des initiatives de bon sens qui naissent. Après, elles ne sont pas forcément cadrées dans des conventions ou de façon formelle. Mais notamment sur dans les QPV, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, il y a des pratiques et des échanges entre entreprises et associations et qui vont de bon sens. Mais ce sont des histoires qu'on nous raconte. Alors, je ne dis pas histoire dans le sens mensonge, pas du tout. Mais on va nous dire, mais en fait, voici ce qui s'est passé autour de tel élément. On avait une difficulté, on a trouvé cette solution-là et tout le monde a été gagnant. Voilà. Donc ça existe, il y a des choses qui existent. Par contre, on ne les met pas forcément en lumière. Et surtout, on ne fait pas forcément le parallèle en disant, mais c'est de bon sens, il faut aller plus loin, il faut concrétiser, il faut continuer à utiliser ces pratiques-là. La deuxième chose, c'est la mise en relation des acteurs et la co-construction. Donc, très sincèrement, je ne pense pas, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler à la CGPME, donc aujourd'hui c'est PME, donc la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et dans ce cadre-là, les entreprises n'avaient pas forcément la visibilité de l'offre des associations sur leur territoire ou en proximité. Donc, qu'est-ce qu'une association peut m'apporter? Pour ne pas refaire le fil à couper le beurre, ça c'est un petit peu compliqué. Dans l'autre sens, c'est aussi la même chose. Par exemple, on voit émerger des structures associatives, voire coopératives, ou qui veulent évoluer vers le système coopératif, qui cherchent à s'approprier une compétence technique qui demande beaucoup d'énergie, alors qu'ils pourraient s'appuyer sur des entreprises qui ont déjà cette compétence-là et faire en fait des collaborations, surtout que l'objet même ou l'objet social de la structure, sa mission, c'est parfois de réinsérer, c'est pas forcément de savoir cuisiner ou de savoir faire de la restauration. Et souvent, en fait, on a des projets qui sont portés tout seuls, portés par une association qui veut savoir faire le métier technique et en plus faire le métier, sa mission sociale, c'est-à-dire l'insérer. Et il ne faut pas mélanger en fait ce qu'on sait faire en fait finalement. Donc, et là, parfois, on rame, on a beaucoup de difficultés, il faut beaucoup de moyens, etc. L'état des lieux des besoins des parties, on ne sait pas forcément ce dont ont besoin les entreprises, de quoi elles manquent, sur quoi elles auraient aimé être conseillées. Et en même temps, de notre côté, mais ce n'est pas valable que pour la vie associative, hein, bien souvent, les entreprises ne connaissent pas, par exemple, les compétences qui sont formées sur le territoire ou la carte des formations initiales pour pouvoir embaucher les jeunes sur des compétences techniques. Et parfois, ils font venir des techniciens de l'extérieur alors qu'il y a des formations à l'université ou dans l'académie.
D'accord? Donc, du coup, il y a un état des lieux des besoins des parties, puis voilà, savoir, apprendre à se connaître et à se rencontrer. Il faut créer des espaces. Les besoins non couverts et les leviers d'action, oui, il y en a malheureusement beaucoup, et notamment sur les territoires. Et du coup, si on n'en est pas forcément conscient, on ne sait pas qu'on est en capacité de pouvoir répondre à un marché. C'est un marché comme un autre, et un nouveau marché qui peut être couvert par l'entreprise et l'association ensemble, et donc du coup avec beaucoup plus de performance. La troisième chose, c'est la professionnalisation des acteurs. Il faut se former parce que ça ne s'improvise pas. Par rapport à ce que j'ai présenté, qui connaissait en fait les 4 catégories de partenariat des entreprises, entre entreprises et associations dans la salle? Personne. Voilà. Donc du coup, ne serait-ce qu'une première information, ne serait-ce qu'une formation pour savoir comment faire, comment procéder. Oui, il faut professionnaliser les acteurs, mais pas que les acteurs entreprises, associations, il faut aussi professionnaliser les appuis, les consultants, les organismes de formation, etc. Oui, ça fait partie. Et quand je dis ça, je commence par nous. Il faut aussi que nous, structures d'appui, on soit en capacité, qu'on connaisse, qu'on prenne le temps et qu'on ait de la bouteille sur ça, parce qu'il ne faut pas emmener les acteurs dans des erreurs ou dans des procédés erronés. Le quatrième point, c'est l'accompagnement sur la durée. Ça ne se fait pas comme ça. Malheureusement, bien souvent, parce qu'on est dans une logique de financement et que l'action doit se tenir entre 2 bornes, elle doit avoir commencé ou être terminée avant, en général, le 31 décembre de l'année ou une période quelconque. Ce qui se passe, c'est qu'on essaye de précipiter les choses pour faire sortir des éléments. Ça, c'est pas tout à fait le schéma qu'il faudra retenir sur les partenariats associations-entreprises. Ça, c'est un point de vue. Autre élément, c'est qu'en général, quand on est dans une logique de financement, c'est pendant une période, et en fait, quand on sort de la période, on n'a plus les moyens. Donc, parfois, les actions s'arrêtent, malheureusement, faute de moyens. Donc, du coup, il faut vraiment rentrer dans une logique d'accompagnement dans la durée, parce qu'il faut comprendre, connaître et accepter les modalités et la culture de chacun, celle d'une collectivité, celle d'une structure d'État, celle d'une association, celle d'une entreprise. Ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Et il faut comprendre, connaître et accepter les modalités de chacun. Donc, du coup, il faut parfois comprendre que, ne serait-ce que mettre en place une gouvernance partagée ou participative, et ça c'est mon combat vraiment personnel en tant que structure d'accompagnement, ça prend plus de 2 ans, et bien souvent on nous dit, ben voilà, il faut créer une structure ou une association en 2 mois. Et bien sûr, derrière, ça périclite, parce que les hommes n'ont pas encore appris à travailler ensemble, et on a mis un cadre juridique, excusez-moi. Donc, adapter les cadres. Hein, il l'a dit, M. Etzig, hein, on n'utilise pas en fait un modèle tout fait. Impacter les pratiques, et quand je parle d'impact, c'est vraiment faire changer les choses et qu'on ne revienne pas en arrière une fois qu'on a mis en œuvre. Les moyens, donc forcément, si on doit accompagner dans la durée, il faut avoir les moyens, et souvent ce sont des moyens humains. Au sein de l'entreprise, ça c'est en général pas trop problématique. Par contre, au sein de l'association, pour faire vivre le partenariat et le construire dans la durée. Et puis la dernière chose, c'est les alliances de territoire. Oui, les partenariats entreprises-associations sont localisés. On ne peut pas dire, par exemple, et c'est bien souvent, c'était une question, un échange assez long entre moi et M. Etzig, sur le fait qu'on puisse passer par les organisations patronales, par exemple, pour pouvoir engager des logiques ou des réflexions sur les partenariats entreprises-associations. Non, ce sont les acteurs qui se connaissent sur les territoires et qui connaissent leur territoire, qui doivent être en capacité d'impulser eux-mêmes les dynamiques. OK ? Donc, sur les ressources, alors monsieur Etzig vous a évoqué la plateforme. Elle a plutôt une vision un petit peu experte, c'est-à-dire qu'il faut vraiment fouiller dedans pour trouver les informations. Donc, bon, tout est perfectible. Mais ce qu'il y a de très, très important, c'est qu'elle est très complète et vous avez toute l'information. Que vous soyez association, entreprise, structure, support,
collectivité. En fait, sur cette plateforme, vous allez trouver en fait toutes les informations permettant de vous inspirer, de vous former, d'en parler, ou en fait d'aller déjà dans un premier niveau d'information. Autre élément, c'est qu'il y a des publications. Donc sur cette plateforme, vous allez par exemple trouver l'enquête Association et partenariat qui date de 2017, qui est très très bien faite. D'ailleurs, j'ai des exemplaires papier si vous voulez les parcourir, qui a été fait par Recherche et Solidarité et le Rameau. Alors pour information, ceux qui cherchent des informations sur les associations en France, je vous recommande d'aller chercher l'information sur les associations de Martinique, sur Recherche et Solidarité. Souvent, on me demande mais où sont les statistiques? On ne les trouve pas forcément locales, elles sont sur Recherche et Solidarité. Ça vous donne des tendances sur la composition et les secteurs d'activité des associations en Martinique. Après, vous avez un MOOC qui a été développé par l'ESSEC sur les alliances qui changent le monde, les partenariats qui changent le monde, les alliances qui changent le monde. C'est gratuit. C'est très bien fait, très pédagogique, et c'est un MOOC, quoi. Donc du coup, ce sont des vidéos, ça évite d'avoir trop de lecture à faire, et beaucoup de témoignages qui se recoupent pour pouvoir rentrer dans la dynamique. C'est très très intéressant. Et en termes de fiches ressources, donc vous avez cet exemple-là, ça s'appelle des fiches de connaissances qu'a développé le Rameau. Ici, c'est une fiche de connaissances sur la typologie des partenariats. Donc, vous voyez ce schéma, je ne vais pas réinventer, bien sûr. J'ai bien sûr indiqué dans ma présentation la source du Rameau, qui vous donne en fait toutes les définitions, tous les éléments. Vous avez des fiches expérience. Donc, je vais vous les sortir tout à l'heure. Et les fiches expérience, par exemple, sur les partenariats, ici. Donc, vous allez pouvoir les parcourir. Vous donne des précisions sur comment ont été conduits les partenariats, sur quel champ en fait, qu'est-ce qui a été apporté à l'association, qu'est-ce qui a été apporté à l'entreprise, comment ils ont fait, quels moyens ils ont mis en œuvre, combien ça a coûté. Vraiment, ils ont fait des fiches expérience qui vous permettent de voir comment ça se travaille, comment ça se réfléchit, et surtout comment ça s'équilibre en fait, un partenariat entre une entreprise et une association. Autre ressource, alors il est très bien fait aussi, c'est un référentiel de 2011, mais qui me sert de base, il est vraiment bien fait. Ce sont les partenariats associations-entreprises, donc le référentiel qui a été fait par Corum, toujours en partenariat avec le Rameau. Et M. Etzig, vous évoquez en fait la dernière publication qu'ils ont faite, c'est Construire ensemble l'engagement territorial des entreprises, où vous avez toute une méthodologie sur la construction des partenariats entre entreprises et associations en France. Pareil, c'est très très bien écrit, c'est très pédagogique, et c'est surtout basé sur l'expérience, avec beaucoup d'exemples qui permettent d'illustrer les différences entre territoires par rapport aux résultats et aux impacts qui ont été faits. Alors vraiment, il faut noter que nous avons du retard. Enfin, je conclurai là-dessus, c'est-à-dire que nous avons du retard par rapport à cette dynamique-là. C'est un peu dommage parce que j'ai l'impression que la conférence n'a pas forcément été beaucoup promotionnée au niveau du salon. Je regardais un petit peu sur Internet avant d'entrer. Aujourd'hui, c'est la réflexion d'avenir, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui s'appuyer en se disant les associations ne peuvent plus compter sur les financements publics. Vraiment, ce sont des constats. Nous, on anime des thématiques sur le financement des associations. Les séminaires sont toujours pleins, mais quand on essaye de parler diversification des financements, quand ils voient la somme des contraintes qui s'imposent à eux pour pouvoir lever des fonds, ils comprennent bien que finalement, ce n'est pas forcément la solution et qu'ils n'ont pas la compétence en interne pour pouvoir le faire. Donc vraiment, s'appuyer sur des structures, soit associatives qui sont plus expérimentées, soit sur des collectivités qui peuvent aider, soit sur des entreprises qui peuvent mettre à disposition des savoir-faire ou des compétences. Là, on rentre en fait dans des relations vertueuses entre acteurs pour le territoire et qui sont apporteuses et de sens, et de valeur, et d'emploi, et de création d'activités. Et surtout qui sont apporteuses de ressources financières pour les associations, et qui peuvent leur permettre en fait d'adopter un modèle économique qui est un petit peu plus pérenne et qui les met beaucoup moins en danger. Je conclurai sur la problématique qu'ont rencontré les associations très récemment avec la disparition des contrats aidés.
Vous avez vu un petit peu qu'est-ce que ça a fait dans la presse. Ils étaient rentrés, entre guillemets, dans un mauvais modèle économique, et dans un modèle économique où ben voilà, on avait les contrats aidés pour fonctionner. À partir du moment où ça a disparu, la compétence a disparu, mais surtout, on n'avait absolument pas les moyens de financer une autre source de main-d'œuvre. Et on s'est retrouvé avec des missions d'intérêt général, mais d'envergure, qui ne pouvaient plus être conduites parce que voilà, il n'y avait plus de contrat aidé. Donc, et ça a amené une réflexion chez moi, notamment quand les établissements scolaires ont commencé à dire on ne pourra plus faire l'accueil des enfants handicap parce qu'on n'a plus de contrat aidé. Je dis, dis donc, on va se mettre à faire de l'exclusion sociale parce qu'il n'y a plus de contrats aidés. Non, mais à un moment, les contrats aidés, ils étaient là pour pouvoir impulser une dynamique, permettre de faciliter les embauches. Après, il fallait les pérenniser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, en fait, les aides deviennent un modèle économique. Donc, du coup, là, il est important aujourd'hui d'engager le changement de donne et vraiment d'engager et les acteurs associatifs et les entreprises dans des logiques où tout le monde sera gagnant. Et l'entreprise et l'association et vraiment équilibrer en fait les échanges entre les structures et ne plus avoir cette espèce de rapport de force entre acteurs où l'entreprise vient, oui, tu as besoin de combien d'argent? Non, pas du tout. Ou l'association qui est plutôt dans une logique, j'ai besoin d'argent pour fonctionner, pas du tout. On est vraiment, j'apporte une compétence, j'apporte une connaissance de public, de territoire, d'enjeux. Voilà. Et l'entreprise, elle utilise cette compétence au service de sa RSE, au service de ses pratiques responsables, ou même au service de la création de nouveaux services pour pouvoir aborder des marchés qui peuvent être aujourd'hui compliqués pour eux, comme les gens qui sont en précarité. Voilà, donc c'était l'objectif de cet échange, quand ça a été proposé à Martinique Développement, c'était d'ouvrir un débat, de sensibiliser, et bien sûr d'aller plus loin. Donc là, je vais vous laisser la parole pour éventuellement certains échanges ou réactions avant qu'on se laisse. Vous n'êtes pas nombreux, vous êtes attentifs, donc c'est très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer ou est-ce qu'il y a des questions, en fait, dans un retour d'expérience, un témoignage, une question? Oui, bonsoir, Franck Zaméo. Je dirige une agence conseil en communication et depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons un partenariat avec la Banque alimentaire de Martinique. Je parlerai de cet exemple-là. On en a d'autres, comme par exemple Sauver la santé Martinique, une nouvelle association que vous connaissez depuis que, enfin pas depuis, mais qui met en exergue les problématiques de santé en Martinique. Mais en tout cas, avec la Banque alimentaire, nous assurons en fait leur communication depuis une dizaine d'années. C'est un sujet majeur qui a d'abord été, qui nous a interpellés parce que les collectes de repas. Enfin, je ne sais pas si vous savez combien fonctionne la banque alimentaire, mais c'est vraiment une banque. C'est-à-dire qu'en fait, ils récoltent un certain nombre de produits alimentaires qu'ensuite ils mettent à disposition des associations pour pouvoir faire des repas pour livrer pour les gens qui en ont besoin, ceux qui en ont la nécessité. Donc, les éléments de collecte sont fondamentaux pour eux. Il s'agit en fait 2-3 fois par an. Vous connaissez ça, on est tous sollicités au sortir des grandes surfaces pour pouvoir apporter des produits pris dans cette grande surface et que l'on donne et qui vont être stockés et ensuite répartis tout au long de l'année. La collecte était relativement faible, en tout cas pas suffisante pour la banque alimentaire, d'autant que les services on va dire des collectivités et d'État n'apportaient pas ou de moins en moins de soutien. Vous savez que les fonds sont de moins en moins disponibles et en plus de ça, l'Europe a mis des conditions en fait très drastiques pour pouvoir fournir les banques alimentaires, enfin, puisqu'il en existe partout en Europe, en produits divers et variés. Et ils nous ont donc sollicités, mais il était flagrant qu'en fait, il n'y avait pas possibilité pour eux de nous donner une rémunération comme celle d'une entreprise privée, on va dire.
En plus, le problème n'était pas un problème mercantile. Il ne s'agissait pas simplement de dire, bon, donnez-moi de l'argent, hein. C'était en fait un changement comportemental. Alors, je ne veux pas être très, très long là-dessus, mais en publicité, en fait, on a 3 grands objectifs, nous en communication. C'est la notoriété, l'image et le comportement. Augmenter la notoriété, modifier l'image, en tout cas la bonifier. Et puis, troisième élément, c'est modifier les comportements. Face à ça, je dirais notre première réaction a pratiquement été de dire, bon, on ne va pas le faire parce que, franchement, c'est pas notre boulot et puis on est une entreprise, quoi. Et puis, à l'intérieur de l'entreprise, nos collaborateurs se sont dit, écoute, c'est l'occasion rêvée peut-être de réfléchir. Premièrement, à un aspect, c'est notre rapport sociétal. Hein, on se veut être une entreprise inclue dans la RSE, et donc c'était très important. Et puis, c'est un enjeu également personnel pour certains d'entre nous qui ont convaincu les autres dans l'entreprise au fur et à mesure. Et puis, au fur et à mesure que nous avancions en fait dans la compréhension de la problématique, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que c'est eux qui nous apportaient également beaucoup de choses. Je ne veux pas être très long, mais c'est quelque chose qui nous a touché beaucoup, qui continue à nous toucher puisqu'on continue la collaboration. En fait, la banque alimentaire nous a permis d'approfondir considérablement notre métier. Notre métier de la communication, c'est un métier de compréhension en fait de la société. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Je suis désolé de le dire, mais pour mieux modifier les comportements des consommateurs. Là, il s'agissait de citoyens. Et c'est une compréhension presque sociologique. On a rarement l'occasion, nous, agences, de pouvoir avoir de telles opportunités parce que les entreprises, elles ne veulent pas, elles n'en ont pas les moyens ou on n'en a pas l'ambition. Et là, on avait véritablement une opportunité d'exprimer pleinement nos compétences et d'affiner également nos savoirs, tout simplement. Donc on en a profité et pour finir, pour conclure, depuis plus de 10 ans que nous collaborons avec la Banque alimentaire, franchement, alors oui, il y a eu des résultats. La collecte dépasse les espérances. Ils ont de gros problèmes de stockage, mais c'est mieux. Il vaut mieux avoir de gros problèmes de stockage que l'inverse, que des ruptures. Et la deuxième chose, c'est que nous, on a considérablement modifié notre compréhension en fait de nos sociétés, de la société. On travaille pour la Martinique et la Guadeloupe, pour les 2 banques alimentaires. On a considérablement amélioré la compréhension des sociétés de nous-mêmes, en fait, martiniquais ou guadeloupéens, et ça nous a permis en fait d'améliorer tout simplement nos pratiques pour, en général, dans l'entreprise en matière de communication. Voilà l'exemple que je voulais donner. Merci. Merci beaucoup. Bravo, effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ou témoigner ou intervenir ? N'hésitez pas, hein, parce qu'on n'est pas nombreux, donc allez-y. Non ? Très bien. Donc, je vais poser une question. Qui est dans le monde associatif dans la salle ? Voilà. Est-ce que vous avez des partenariats avec vos entreprises autour de vous ? Ah, il faut apporter un témoignage sur ce que vous faites. C'est logique. C'est logique. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de pratiques d'échange d'expériences. Oui, c'est l'association Coup de pouce. Donc, on a un partenariat aujourd'hui avec la Fondation Orange sur la maison digitale. Donc, c'est une maison dédiée aux femmes, exclusivement aux femmes, qui sont en situation de précarité pour la formation dans le numérique. Donc, effectivement, c'est un partenariat tout jeune parce que ça fait moins d'1 an que nous sommes partenaires avec la Fondation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai coup de pouce pour nous parce que ça nous permet, avec ces femmes dans situation vraiment d'exclusion, de découvrir le métier, disons même pas le métier, les outils numériques aujourd'hui
pour permettre de faire quelque chose de simple, hein, de s'actualiser au niveau du pôle emploi, par exemple, parce qu'ils ne savent peut-être pas utiliser les outils, les smartphones, par exemple. On peut avoir toutes sortes de smartphones, mais on ne sait pas utiliser les applications aujourd'hui au niveau du pôle emploi. Donc, c'est vrai que c'est un réel partenariat aujourd'hui. Voilà. Je ferai juste un commentaire pour dire que chacun reste dans sa mission. Donc, qui n'est pas venu à l'idée à Couspousse de prendre quelqu'un qui soit chargé de la formation digitale en fait des femmes ou des bénéficiaires, mais de s'appuyer sur une compétence qu'il sait faire, d'accord. Et Coup de pouce reste dans son métier, voilà. Donc ça c'est et du coup c'est gagnant-gagnant pour les deux, puisque la maison digitale a de l'activité et Coup de pouce fait encore mieux son travail, ce qui a encore plus d'impact pour apporter des compétences complémentaires aux bénéficiaires. Je peux vous faire témoigner? Bonsoir, merci. Donc nous, on est une jeune association sportive, d'accord, 5 ans d'existence. Donc nous fonctionnons sur le coût du sponsoring sur chaque événement. D'accord. Sur chaque événement que nous organisons, donc principalement annuellement, nous organisons une course pédestre en pleine nature, c'est du trail. Et nous avons aussi une action caritative. Nous faisons des levées de fonds, notamment pour Martinique Hématologie, l'association MART. Et cette année, ce sera pour l'association Amazon. Donc, le secteur du mécénat, j'en avais entendu un peu parler, donc j'ai voulu en savoir plus. Donc, voilà. Alors, de plus en plus, on entend parler, bravo, des entreprises qui ont tendance à se positionner sur le sponsoring, qui ont tendance historiquement à se positionner sur le sponsoring, qui aujourd'hui refusent de sponsoriser, refusent de n'être que sur une banderole, et notamment avec les associations sportives. Il y a un grand enjeu, n'est-ce pas, Monsieur Goldag? Un grand enjeu sur l'évolution des partenariats entre entreprises et associations sportives pour que les entreprises, les salariés des entreprises puissent bénéficier des expertises des associations sportives. Qu'on sorte en fait simplement d'un mécénat financier ou d'un sponsoring, mais qu'on soit vraiment de donner la possibilité aux entreprises, dans le cadre par exemple des comités d'entreprise, de faire bénéficier aux salariés de l'entreprise des expertises, des associations qu'elles soutiennent. Donc du coup, on rentre en fait dans une logique un petit peu plus vertueuse. Donc je ne sais pas si Axel Goldag veut témoigner. Je viens jusqu'à toi. Exactement. Aujourd'hui, c'est dans cette logique-là qu'on entre en fait. Donc on se dit, mais tiens, mais si tu sais faire, c'est bien pour le bien-être de mes salariés, comment est-ce qu'on peut en bénéficier? D'accord? Donc du coup, Monsieur Goldag. Bonsoir. Donc je ne m'attendais pas à prendre la parole. Mais bon, oui, c'est vrai que cette thématique, en fait, alors Axel Goldalg, ancien collaborateur de l'IMS, et en création justement d'une association pour accompagner les ligues sportives dans leurs relations avec les entreprises et également dans leur développement économique. Donc c'est vrai qu'au niveau de mes travaux au sein de l'IMS, j'ai tenté à un moment donné de rentrer en contact avec les entreprises sur justement cette thématique, le partenariat entre associations et entreprises. C'est vrai qu'à cette période-là, ça date peut-être de 3 ans, le terme RSE n'était pas forcément, on va dire, très naturellement utilisé, enfin connu en tout cas pour les entreprises locales. C'est vrai que je l'ai présenté devant des chefs d'entreprise et c'est vrai que sur le moment, j'ai senti que c'était un petit peu une découverte pour eux. Maintenant, c'est vrai que ça rentre dans leur langage courant, apparemment. Donc, je pense que nous sommes vraiment maintenant on va dire, sur une période où elle commence à être ouverte à ce type de collaboration. Comme disait Corinne, c'est vrai que
Maintenant, le sponsoring traditionnel n'est plus, on va dire, n'est plus. Les associations sportives, entre guillemets, n'ont plus la même oreille auprès des entreprises en termes de sponsoring. Il faut que cette approche change et c'est ce que, justement, on tentera de faire changer avec, justement, cette approche d'action porteuse de sens, d'action impactante. Et c'est vrai que ce travail-là doit être fait des deux côtés, donc c'est-à-dire le monde du sport, vraiment qu'ils aient une autre approche de leur action, qu'ils mettent plus en avant leur image, leurs valeurs, et que vraiment au niveau des entreprises, ce qu'ils souhaitent maintenant, c'est s'associer justement à des actions porteuses de sens. Donc c'est vrai que ce travail-là, on va dire que c'est un travail de vulgarisation. Ça va peut-être un peu prendre du temps. La preuve en est que au niveau de l'auditoire, nous ne sommes pas très nombreux. Mais j'y crois justement à cette approche. Là, avec une certaine ligue, elle est un petit peu convaincue de ça. Donc, on va commencer à travailler avec eux. Et je pense que, justement, à travers certains exemples qu'on mettra en place avec eux, avec justement la force de communication de cette ligue, on pourra justement montrer aux entreprises que le sport n'est pas uniquement de l'activité physique, n'est pas uniquement une discipline de loisir, mais c'est également un vecteur économique, oui, mais aussi un vecteur sociétal, un vecteur de résolution de problématiques sociétales, un vecteur de valeurs. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on est dans cette dynamique-là. Et j'espère que maintenant, à travers les acteurs comme Kaleidoscope, nous-mêmes qui nous lançons, nous pourrons justement créer cette passerelle entre les deux secteurs, l'association et l'entreprise. Est-ce qu'il y a une dernière intervention avant qu'on ne conclue? Parce qu'il faut qu'on se laisse, hein, même si le débat commence à rentrer. Vous voulez intervenir, monsieur Elisabeth? Donc, du coup, on va se laisser. Donc, on va achever en fait notre échange là. Quelques pistes ont déjà été énoncées. Les témoignages sont extrêmement précieux. C'est bien que ce soit filmé, que ça va déjà permettre de capitaliser, de garder en mémoire en fait les petits échanges qui ont eu lieu là. Donc on aura d'autres rendez-vous à impulser avec le partenariat de Martinique Développement, de la CTM, pour pouvoir continuer à évoquer ces questions-là, en lien bien sûr avec les représentants des entreprises, les représentants des associations de notre côté. Mais il faut effectivement créer des lieux d'échange comme ça, et l'échange des pratiques fait qu'on découvre des initiatives de bon sens, et ces initiatives, il faut les mettre en lumière. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention, bonne soirée, et puis bonne fin de salon, voilà, au revoir. Ose Martinique, le futur s'entreprend aujourd'hui.